Alors, bonjour à tous et à toutes. Comme j'ai annoncé à certains d'entre vous, cette vidéo a pour but de donner quelques explications de plus sur l'exercice que vous venez de faire. Et ensuite, j'en profiterai pour vous en parler un petit peu, pour vous parler un petit peu du prochain exercice que je vais vous donner. Je vais mettre en ligne demain au plus tard dans la journée. Donc, comme vous avez vu, selon la méthode que vous avez utilisée, vous devrez être tombé sur un scénario de ce type, donc avec des 100% match, des context match, des segments de traduction automatique, des correspondances partielles, comme c'est là 85%, et voilà, et encore des correspondances parfaites. Pour l'instant, je pars sur cet scénario qui était, disons, celui par défaut. Du moins, c'est lui envisagé pour l'exercice. Ensuite, je reviendrai sur la thématique de ceux qui ont inversé la priorisation de la mémoire de traduction automatique pour obtenir les résultats qu'ils n'arrivaient pas à afficher. Mais voilà, pour l'instant, on part sur ces scénarios de base. Donc voilà, premier commentaire d'après ce que j'ai vu sur vos exercices. Vous avez tous plus ou moins bien réagi entre guillemets au 100% match et au context match. Comme on l'a déjà dit, c'est des segments qui ont identiques en fait à des segments qui ont déjà été post-édités par un traducteur humain. Donc on part du principe qu'ils sont corrects. Donc il faut essayer d'y apporter les moins de modifications possibles. Or, ce n'est pas interdit, en général, dans la pratique professionnelle, bien sûr, de modifier des correspondances parfaites, bien sûr, mais il faut avoir une raison pour le faire, puisqu'il faut toujours partir de l'idée qu'il s'agit des segments déjà validés par quelqu'un. Donc, pour une raison de cohérence, on a toujours dit, la TAO nous aide à être cohérent dans notre pratique des traductions. Pour des raisons de cohérence, il faut pouvoir justifier le pourquoi on a modifié ces segments qui étaient censés être déjà validés. Mais bon, encore une fois, je n'ai pas du tout considéré comme erreur le fait d'avoir apporté des petites modifications à ces segments-là, mais encore une fois, il faut qu'il s'agisse de petites modifications, ou en tout cas, il ne faut pas apporter des modifications de style, parce que voilà, c'est des segments qui sont déjà validés. Ensuite, nous avions 4 segments de traduction automatique, donc à post-éditer, comme on a fait pour le premier texte, donc en faisant particulièrement attention aux erreurs récurrentes de la traduction automatique. La spécificité du segment 6, c'est qu'il fallait adopter le terme préconisé dans la base terminologique, donc consommation industrielle de coton. Donc vous voyez dans la proposition de la traduction automatique, il nous manque industriel. Or, sa traduction, c'est tout à fait acceptable, mais ce n'est pas la terminologie que les clients souhaitent qu'on adopte. Donc, c'est pour ça qu'il fallait, et vous l'avez presque tous fait, il fallait qu'on apporte ces corrections. Ensuite, nous avons encore une fois en correspondance partielle, même raisonnement que pour les correspondances totales, c'est-à-dire, on voit ici que, en gros, le logiciel nous montre ici dans la fenêtre de la mémoire des traductions, quelles sont les choses qui ont changé par rapport à la correspondance en mémoire. Donc pareil, on n'est pas censé remodifier complètement toute la phrase, mais uniquement ces éléments qui ont changé. Encore une fois, bien sûr, c'est pas une règle absolue. Si vous avez besoin de changer la phrase parce que voilà, les modifications le justifient, bien sûr, vous pouvez y aller. Mais dans ces cas, j'avais pris exprès ces segments où effectivement il fallait vraiment juste intervenir sur les différences avec les segments qui étaient dans la mémoire des traductions. Voilà, et ensuite on finit avec une correspondance totale, donc qui nécessite le même traitement qu'en haut. Donc voilà, vous l'aurez compris, le but de cet exercice était vraiment de vous montrer qu'au sein du même texte, vous pouvez à la fois avoir des segments issus de traduction humaine et des segments issus de traduction automatique.
Alors, comment les distinguer? Bien sûr, en général, on voit clairement une différence des qualités, mais dans certains cas, comme dans ces cas où on a vu que la traduction proposée par eTranslation est quand même d'assez bonne qualité, il faut absolument prêter attention aux libellés que nous avons ici. Comme ça, on sait tout de suite comment on doit approcher les segments qu'on va relire ou post-éditer. Surtout pour les francophones, effectivement, les non-francophones, pardon, j'ai eu quelques questions sur comment distinguer effectivement dès la traduction humaine, donc des segments issus de la mémoire des traductions humaines, ou encore une fois les suggestions de la base sémiologique et les segments issus de la traduction automatique. Encore une fois, dans ces types de textes, surtout pour les non-francophones, il faut vraiment faire attention aux libellés qui nous indique si c'est de la traduction humaine, donc a priori déjà validée, déjà correcte. Bien sûr, on n'est pas à l'abri qu'il puisse y avoir des fautes dans des correspondances totales, d'où la raison pour laquelle on est effectivement payé à chaque fois pour relire ces segments, même s'ils sont déjà validés. Mais a priori, on peut partir du principe que c'est des segments corrects et validés. Donc voilà, vous avez plus ou moins tous bien fait ce qui était demandé. Je dirais même pas plus ou moins, vous avez tous fait ce qui était demandé. Du coup, je prends quand même quelques minutes pour expliquer un petit peu plus, pour revenir un petit peu plus sur ceux qui ont utilisé la méthode proposée par Marion. Déjà, merci encore Marion pour avoir pris le temps de faire ces tests. Effectivement, on a vu que pour ceux qui n'arrivent pas à afficher les segments issus de la traduction automatique, il fallait inverser l'ordre des mémoires des traductions ici. Donc, dans les paramètres du projet, mémoire des traductions, il fallait, vous voyez, moi, j'ai priorisé la mémoire principale, alors que ces personnes qui ont ces problèmes ont pu un peu bidouiller pour les résoudre, et en priorisant, du coup, cette mémoire des traductions-là. Or, dans ces types d'exercices, le résultat, c'est que pour le coup, ils s'affichent bien les mémoires les segments issus de la traduction automatique, mais pour le coup, ils ont beaucoup plus de mal à retrouver de façon automatique les segments proposés par la mémoire des traductions humaines, mémoire des traductions principales. Donc voilà, c'est effectivement une méthode pour contourner les problèmes avant qu'on se révoie et qu'on puisse enfin trouver quelles sont les différentes configurations qui font qu'on n'a pas les mêmes résultats. Pour le coup, dans ces types d'exercices, ça complique un petit peu la tâche. Mais bon, vous pouvez tout à fait continuer à l'utiliser, surtout à partir du prochain exercice où vous avez pratiquement pas de correspondance avec la mémoire des traductions humaines. Donc effectivement, c'est une méthode que vous pouvez tout à fait continuer à utiliser. Sachant que la méthode de l'Xleaf reste, j'avais conseillé du coup à ceux qui avaient ces problèmes, avant que Marion nous propose cette solution, de prendre un Xleaf, l'Xleaf que j'avais fourni. Sachez que c'est tout à fait une solution envisageable, d'autant plus que ça va être la solution qui est la plus proche de la pratique professionnelle, c'est-à-dire que quand vous recevez un projet de post-édition, les clients vous envoient un projet avec un Xleaf déjà dedans qui présente déjà tous les segments avec le libellé de correspondance de traduction automatique, correspondance avec mémoire de traduction humaine, traduction automatique. Donc en gros, vous n'avez pas à vous inquiéter du fait qu'aujourd'hui on n'arrive pas à avoir le même résultat, parce qu'en général vous n'avez pas à faire ces travaux quand vous travaillez avec un client. Il est censé déjà vous envoyer un projet de traduction avec dedans un Xleaf avec tous les segments pré-traduits, que ce soit avec de la traduction issue de mémoire des traductions humaines ou alors de la traduction automatique. Effectivement, du coup, cette mode de fonctionnement avec les TMX, il est vraiment un peu spécifique à l'Union européenne, à la Commission, aux traducteurs de la Commission, puisque, comme on a dit, eTranslation est associé à une énorme mémoire de traduction qui s'appelle Euromis, donc qui contient tous les textes qui ont déjà été traduits par des traducteurs ou alors post-édités par des traducteurs de la Commission européenne, ce qui fait effectivement qu'ils n'ont pas besoin de faire cette distinction entre humaine et automatique, puisque de toute façon, même le moteur automatique, si une traduction humaine a déjà été faite pour ces segments, la propose automatiquement. Donc, vous voyez,
ce n'est pas forcément la méthode de travail que tout le monde utilise, voire au contraire, de par mon expérience personnelle, enfin, j'ai toujours eu affaire avec des fichiers XLIF qui m'ont été envoyés à l'intérieur d'un projet et que donc, voilà, j'avais pas moi-même aller chercher la correspondance qui est mieux combinée. Donc voilà, je pense que j'ai donné plus ou moins toutes les réponses aussi sur le forum. N'hésitez pas, si vous en avez d'autres, à commenter effectivement. Enfin, j'ai posté cette vidéo. Vous pouvez, dans le forum, vous pouvez poster des questions si vous en reste. Et donc voilà, comme j'ai dit, j'en profite pour vous parler rapidement du prochain exercice. Ça va être encore un texte de l'OCDE. Cette fois-ci, il est bien plus rédactionnel. Il s'agit d'un extrait du site web de l'OCDE. Donc voilà, la traduction est déjà en ligne. Essayez évitez quand même, jouez les jeux. N'allez pas chercher la traduction sur les sites en ligne. Faites un travail de post-édition dans un état normal, c'est-à-dire que voilà, vous n'avez pas le texte qui est déjà validé, disponible en ligne. Encore une fois, c'est un texte beaucoup plus rédactionnel, donc même les non-francophones seront amenés à faire pas mal de modifications de style. Pour reprendre un petit peu ce qu'on avait dit aussi en cours, on sait toujours que c'est un type de texte que très rarement on va vous demander des postérités. En général, un texte d'un site web ou un communiqué de presse, on prend quand même le soin de le faire traduire et non pas de le faire postérité. Mais il se peut, effectivement, je prends encore une fois l'exemple d'un communiqué de presse, il se peut que ces jours-là, il faut absolument diffuser ces communiqués de presse dans un délai très strict, et donc on vous demande de faire de la post-édition pour aller plus vite. Donc, prenez ça comme exemple. C'est un site web, c'est vrai. C'est un site web qui est censé être remanié, qui est censé répondre à un certain standard en termes de style, de qualité, bien sûr. Mais on va quand même essayer de faire juste un travail de post-édition et non pas de réécriture. Donc voilà, j'espère que ça parle à tout le monde, ce que je suis en train de dire. Si ce n'est pas le cas, encore une fois, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je mettrai en ligne l'exercice, je pense, demain ou plus tard, donc le 25 mars. Et encore une fois, n'hésitez pas, comme vous le faites très bien, à jouer les jeux, de poster vos commentaires, vos questions sur le forum. Comme ça peut répondre en même temps à plusieurs personnes et ça permet de mutualiser les ressources. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.